Bonjour, docteur Nohabaz. Bonjour Nanette. Vous allez bien? Oui, et vous Nanette, c'est toujours un plaisir d'être chez vous. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes ma première interview depuis le début des manifestations et j'en suis tout émue. Moi aussi. Vraiment tout émue parce que c'est une petite note d'espoir ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais ça redonne quand même une autre saveur à notre travail, ça c'est un fait. Et ce que vous avez fait, c'était aussi une façon de résister à votre manière. On va parler de divers sujets avec vous. On va parler de ce prix Zériab qui était prévu évidemment pour le Salon du Livre qui a été annulé, mais vous l'avez quand même attribué. Et absolument. En plus, vos auteurs sont venus sur place. Écoutez, c'est-à-dire que quelque part, c'est eux qui m'ont donné des ailes. Ouais. Parce que quand j'ai vu que la révolution commençait, que ce vent d'espoir se levait sur le pays, je me suis dit, c'est très bien, mais il y a des routes coupées, il y a des impondérables à gérer. Et donc, j'ai envoyé un message à toutes les personnes qui étaient invitées. Et leur enthousiasme et leur détermination à venir malgré tout, Boris Tavernier qui me répond avec Alexis Génie, nous viendrons même à pied, ça vous pousse à faire quelque chose, à entreprendre en tout cas. Et c'est là qu'au pied levé, j'ai mis un système B, j'ai tout de suite mis sur pied un plan B. J'ai appelé mon ami Salim Eddé qui est à la tête du musée MIME. Qui est à la tête du musée MIME, et il me dit, mais écoute, vas-y, bien sûr. Moi, au contraire, ça fera du monde pour le musée, ça fera rentrer des gens. Et tous les protagonistes qui devaient participer au Salon du Livre, qui faisaient partie des ateliers de goût que j'avais mis sur pied en faisant le programme, étaient ravis. Parce qu'ils avaient une vitrine pour mettre en avant leurs produits, pour toucher un très grand nombre de personnes. Et voilà. Alors, vous avez cité parmi justement les invités Alexis Génie, qui est évidemment lauréat du Goncourt pour l'art français de la guerre. Absolument. Donc vous aviez de grosses pointures quand même qui sont venues. Moi, j'ai envie de savoir, dans une situation pareille, comme celle que traverse le pays, qu'est-ce qui a incité tous ces gens-là à venir ? Est-ce que c'était la curiosité de voir ce qui se passe sur place, ou c'est quand même l'attachement qu'ils ont à un pays francophone comme le nôtre ? Tout d'abord, c'est comme je leur ai écrit, en leur envoyant le message, je leur ai dit, si jamais vous avez envie de venir, vous ferez partie de l'histoire. Et ça, je crois que ça ne peut pas laisser indifférent. Quand on est en train d'assister à quelque chose d'aussi fort dans un pays et qu'on a la chance d'être guidé sur place, entièrement pris en charge, encadré, pour à la fois participer à ce mouvement, mais en même temps voir toutes les beautés que donne à voir ce pays, parce qu'il y en a plein, à la fois parmi ses habitants, à la fois dans ses montagnes, à la fois dans ses artisans. Moi, j'aurais fait la même chose. Encore fallait-il pouvoir se déplacer, parce que ça aurait pu être un obstacle. Eh bien, écoutez Nanette, je ne sais pas, je suis née un vendredi 13, est-ce que ça a aidé ? Je n'en sais rien, mais je sais que tout a été sur des roulettes. On a été partout. Nous avons été dans le Nord voir le nouveau musée Naboo. Alice Eddé, qui est adorable, nous attendait à Byblos pour nous faire une visite quasi privée des Sous. À Saïda, au musée du Savon. Il y avait le personnel que je connais depuis des années, Zacharia, qui est un monsieur fantastique. Je connais très bien tous les artisans de la vieille ville. Les gens étaient heureux de les voir. Ils voulaient se faire prendre en photo avec eux. Et en même temps, les invités étaient ravis de découvrir l'âme de ce pays quelque part. Alors, c'est très impressionnant parce qu'en même temps, vous parlez de vos invités, mais en même temps, quand on déambule dans la ville, on voit un tas de têtes blondes. On se demande comment est-ce que les touristes ont envie de venir nous rendre visite. En même temps, c'est vrai que quelque part, regarder ce pays se réveiller, si j'ose dire. Absolument. Ça doit susciter pas mal d'intérêt. Écoutez, moi, j'ai un ami à mon frère, suisse, Olivier, qui était là au tout début et qui était à Tyr, au Rest House, quand la première journée a été très, très violente.
Et Olivier s'est retrouvé au milieu de manifestants qui, là-bas, il y a eu un peu de casse, les gens étaient très en colère. Et lui, au lieu de se rétracter en disant « Oh là là, qu'est-ce que je fais là ?», il a tout simplement changé d'hôtel avec sa compagne et ils ont été ailleurs. Et puis, il regardait tout ça avec un air tout à fait, je dirais, avec un regard de touriste, en disant « Mais c'est à la fois... très tonique et à la fois très intéressant ce qui se passe. » C'est vrai qu'en principe, nous sommes en train d'écrire l'histoire. C'est ça, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous allez faire partie de l'histoire. Ils sont tous repartis, des images très fortes dans les yeux et dans la tête. Si je vous lis les messages qui m'ont envoyés, c'est bouleversant. Ils ont goûté à tout, à la fois aux saveurs, à la fois aux couleurs. On a eu une météo de rêve. Il pleuvait c'est vrai. Il pleuvait des cordes à Paris, il faisait 28 degrés ici. Eux, ils étaient aux anges. Sophie Carquin, qui est venue pour la table ronde autour de la transmission, est arrivée vers midi à l'aéroport. Nous étions à Byblos. Elle a tenu à nous rejoindre. Donc, on a fait en sorte qu'elle nous retrouve. Elle était aux anges. Elle m'a dit, j'ai quitté Paris, il pleuvait, il faisait froid. J'arrive, il y a le soleil, la chaleur, la bonne humeur. Et puis il y a les gilets jaunes à Paris. Ah puis voilà. Mais là, c'est une autre histoire. Les gilets jaunes, c'est pas du tout marrant. Oui, c'est moins marrant que notre révolution, a priori. Absolument, non. La nôtre, elle est bonne enfant, elle est bienveillante. Et puis ils étaient très contents. Le premier jour, j'ai une amie, Sophie Deslandes, que j'ai été accueillir donc à l'aéroport le 3 novembre. C'était la première des invitées. Et bien le soir, avant d'aller dîner, on a été voir sur la place de la Révolution le DJ qui était là, mais elle était en transe. Elle me dit, mais c'est fabuleux ce qui se passe. Et tous sont repartis pendant que je consultais tôt le matin, seuls au centre-ville pour voir de visu directement à la fois les manifestants, à la fois prendre en photo les tags. Tous ont mis des posts extraordinaires sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez, ils ont exporté un tout petit peu cette révolution avec leur façon de voir. Et ils étaient tous impliqués là-dedans en se disant, mais quand ils ont compris un peu comment marchait ce pays et toutes les inégalités terribles qu'il y avait, ils savent tous ce que je fais depuis 22 ans, une révolution tranquille, à ma façon peut-être, mais c'est quand même une révolution. Et donc, ils ont constaté qu'ils ont Juste à titre de rappel, quand même, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes à la tête des Petits Soleils, cette association qui lutte pour justement que les enfants malades nécessiteux puissent bénéficier de soins. Pour une égalité de chance, en tout cas, de soins, parce que la santé et l'éducation, ce sont les deux, les deux armes pour arriver à avoir une vie convenable. Je m'occupe de la santé, de l'éducation spécialisée, et je ne peux pas payer toutes les scolarités, sinon c'est tout à fait autre chose. Mais nous avons avec nous dans l'association des personnes formidables qui veillent également, quand elles le peuvent, à ça. Et c'est un espoir qu'on donne. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent également là-dedans. Mais moi, il se trouve que j'aime plusieurs choses, à la fois la cuisine, et ce n'est pas des paradoxes, c'est juste que on se nourrit de quelque chose pour nourrir autre chose. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de ces moments où je me retrouve avec des choses que j'aime. Il faut faire tous les jours un peu ce qu'on aime. Moi, j'aime la cuisine, parce que la cuisine, c'est de l'amour, ça donne de l'amour, et ça rend beaucoup de gens heureux également. C'est beaucoup de détente, la cuisine. Ah oui, absolument. Mais je le dis tous les jours. Si j'ai appelé ça les vitamines du bonheur, c'est pas par hasard. C'est parce que moi, j'ai vu 15 personnes et que j'ai la tête pleine à la fois de demandes, des soucis des autres et tout, je me vide la tête en cuisinant. C'est aussi simple que ça. Alors revenons à ce prix Isiryam. On va en refaire un tout petit peu l'historique parce qu'on n'a jamais eu l'occasion d'en parler dans l'émission. Oui. Ça fait des années qu'il existe. Il est né exactement en novembre 2013. J'étais invitée à une table ronde au Salon du Livre de Beyrouth. Aux côtés de Farouk Mardambey, pour qui j'ai une affection immense et qui est dans notre jury permanent, et avec André Malouf, l'épouse d'Amin Malouf. Amin Malouf était là pour quelques jours à Beyrouth, et André avait une table ronde autour de la gastronomie. Nous étions donc côte à côte, Farouk, André et moi. Il y avait également le chef de la Chassaniette,
donc qui était là, un grand monsieur. La Chassagnette étant un restaurant étoilé en Camargue. Et au décours de cette table ronde, l'Orient littéraire, donc Hind Darwish, a eu la gentillesse d'organiser un dîner avec Alexandre Najar. Et bon, nous étions tous conviés à ce dîner. Et pendant ce dîner, j'avais à ma droite André, à ma gauche Farou, et on était en train de rigoler. Il y avait Jabour Douaye en face de moi. Et donc, c'était une ambiance très sympa, au bord de la mer, à côté du Biel, là où se tenait le salon avant. Et pendant le dîner, je leur dis, écoutez, nous étions donc en novembre, c'était la période des prix littéraires, n'est-ce pas, en France, le Goncourt, le Femina, le Renaudot, tout ça. Et j'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas de prix littéraire qui récompense un livre gastronomique ? C'est profondément injuste, parce que c'est une littérature, la gastronomie comme une autre, qui nourrit également. Et il faudrait penser à en faire. Et Farou qui me regarde et il me dit « Fais-le. Chou, tu veux le faire ?» J'ai dit « Ok, chiche, allez, on va. » Et on a posé les jalons du prix. Donc, j'ai appelé Jacques Lang, qui a accepté de faire partie du jury de la première année. Et puis, il y a eu Farou, André. Nous sommes chaque année... 8 ou 10, ça dépend des années. Et il y a 5 personnes qui sont permanentes, qui maintenant changent parce que Salah Steti faisait également partie du jury. Jusqu'à cette année, il le faisait encore. Maintenant, lui, il tient toujours à le rester. Et moi, par admiration et par respect, Salah fera toujours partie du prix Ziryab. Mais Salah, aujourd'hui, traverse une période difficile. Il est dans une maison, une maison de santé pour personnes âgées. Je vais à chaque fois le voir au moment du vote et au moment des réunions pour lui montrer les ouvrages que nous avons reçus. Il est toujours d'excellents conseils et il est lyrique, il est très poète et tout. Et nous invitons chaque année quelques personnes à nous rejoindre dans ce jury. Et donc cette année, c'était la 6e édition du prix. Et alors, qu'est-ce qu'offre le prix Ziryab aux lauréats ? Alors, le prix Ziryab offre une somme d'argent aux lauréats, d'abord, qui a été déterminée lors de sa première remise. Et elle offre également son voyage, son séjour à Beyrouth et la petite statuette qui est en fait un cèdre libanais. Parce que ce prix, je l'ai voulu comme un pont entre l'Orient et l'Occident. J'en avais assez d'entendre que l'Orient, c'était toujours, enfin pour les gens lettrés, ils savent que l'Orient est source de beaucoup de beauté, de beaucoup de littérature, de beaucoup de belles choses, mais avec les attentats en France, avec tout, les gens avaient tendance à tout mélanger, donc subitement la culture arabe devenait un peu suspecte et tout ça, et moi je disais, mais non, moi voilà, j'ai vécu dans une double culture, j'aime autant l'une que l'autre, elles sont aussi riches l'une que l'autre, et j'aimerais qu'elles se donnent la main. Et c'était une façon comme une autre que ces deux cultures se donnent la main. Et elle se donne la main encore plus loin cette année, puisqu'il s'agit d'une Japonaise qui a remporté ce prix. Donc pour cette 6e édition du prix, j'ai créé ce qu'on appelle les rencontres de Ziryab. Il fallait au pied levé trouver une formule, donc j'ai mis sur pied cette formule. Et les rencontres de Ziryab, cette année, le prix donc, a récompensé Ryoko Sekiguchi, qui est venue de Tokyo. Elle a fait une escale à Paris de quelques heures. Elle vit à Paris. C'est une très grande journaliste, auteure. Elle a écrit Le Voyageur affamé. Elle a écrit sur Beyrouth, un petit guide qui est très sympathique. Elle connaît le Liban parce qu'elle avait répondu à l'invitation de la Maison des écrivains. Elle avait passé 1 mois et demi à Beyrouth, mais elle ne connaissait pas le Liban. C'est-à-dire que elle avait vu Saïda juste de l'extérieur sous la pluie en voiture, donc elle n'avait pas été dans les sauts de Saïda, d'après ce qu'elle m'a dit. Elle n'avait pas vu ni Byblos, ni le Nord, ni le Chouf, qui est tellement riche. Et donc, c'était vraiment un plaisir de l'emmener et de lui montrer tout ça. Et maintenant que vous le dites, je m'en souviens, je l'avais reçu. Ah bah voilà, ça me revient. Voilà. J'en reçois tellement que j'oublie. Mais vous êtes inoubliable. Non, mais c'est moi qui oublie mes invités.
C'est vrai qu'elle était venue à votre place lors de son séjour pour la Maison des écrivains, effectivement. Là, elle a été récompensée pour ce livre qui s'appelle Nagori. Donc, elle a reçu le prix coup de cœur du jury. Elle n'a pas eu le grand prix parce que cette année, il y a eu une grosse polémique autour du prix. Nous avons reçu devait être attribué à Jacques Attali. Jacques Attali, en fait. Disons que Jacques Attali a écrit un livre qui s'appelle Histoire de l'alimentation avec 575 références. C'est évident qu'une partie du travail, il l'avait peut-être délégué, mais l'ouvrage est juste magnifique. C'est-à-dire que c'est une réflexion d'abord sur l'histoire, ensuite il survole beaucoup de civilisations et surtout il donne à réfléchir au futur. C'est-à-dire on va manger, ça veut dire quoi aujourd'hui? L'alimentation du futur, ça va être quoi? Donc moi, c'est ça que j'avais trouvé ça très parlant et très parlant. Ouais, et nous étions plusieurs à trouver ça, mais bon, après, quelques membres du jury étaient très gênés de sa présence, et donc forcément, par respect, par élégance, vous savez, le prix, c'est un vote. C'est pas moi qui le décerne. J'ai fondé le prix, mais nous étions 10 à voter. Et finalement, le prix, on a décidé cette année de le faire de cette façon parce qu'on a préféré donner un coup de cœur sur lequel tout le monde était d'accord, plutôt que de donner un prix sur lequel il y avait des réserves. Donc voilà. Alors Nagori, c'est aussi l'histoire de ces aliments de saison, cette cuisine de saison. Nagori est une réflexion poétique sur la saisonnalité, c'est-à-dire dépêche-toi de manger ce que produit la terre et ce que la terre te donne maintenant, peut-être que tu ne verras pas la prochaine saison. Alors, c'est pas très gai, ni très drôle, non, c'est pas gai. Comme entrée en matière, mais ensuite, l'écriture de Ryoko vous fait oublier. En fait, vous regardez votre assiette tout à fait différemment après la lecture du livre. Et elle a cette élégance et cette finesse quand elle décrit les choses que moi j'adore. Maintenant, on lui a donné le coup de cœur parce que tout simplement, elle prépare un autre livre sur le Liban d'une part et d'autre part parce que le livre ne contenait ni recettes ni même évocation. C'était plus dans la poésie, c'était une très belle écriture, mais il n'y avait pas de recettes, il n'y avait pas de photos. Donc on n'avait pas tous les critères pour le prix. On en arrive à l'écriture en tant que telle. Oui. Parce que vous êtes médecin, c'est vrai, vous êtes pédiatre, vous êtes à la tête des Petits Soleils, mais vous écrivez parce que c'est un grand plaisir pour vous. C'est une détente, l'écriture. C'est l'exercice d'écrire est quelque chose. Il y en a qui se détendent en jouant aux cartes, il y en a qui se détendent en allant au spa. Moi, j'adore les spas, mais quand je suis vraiment en vacances. Et mais pour lâcher prise, quand je m'isole du monde, j'ai peut-être cette facilité de le faire. J'écris partout parce que j'écris sur mon téléphone portable. C'est ce que je dis dans « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur ». Et donc j'écris partout. Je décris surtout ce qui m'entoure. Et ça me donne un autre regard. Donc l'écriture, c'est une détente. C'est une passion. C'est l'exutoire par excellence, l'écriture. Oui, enfin, moi, je trouve qu'elle fait écho à la passion que j'ai pour les livres. Ouais. J'ai toujours adoré les livres. Les livres m'ont portée. Et je le dis dans ce livre-là, quand on vit dans une région du monde où les limites d'un pays ne sont pas toujours très sûres, quand on c'est moins que l'on puisse dire. Voilà, quand on est entouré de violence, les livres vous font voyager. Je dis souvent aux gens, j'ai mis il y a quelques jours une photo qui disait, bon, c'était une caricature, comment échapper à la propagande et aux fake news et tout ça. Et la personne en face répondait, éteignez votre télévision et votre radio, je suis désolée, et ouvrez un livre. Et moi, ça a toujours été ma façon. J'ai vécu plusieurs guerres. Enfant, déjà, la guerre de 67 en Syrie, je lisais déjà... j'ai toujours aimé les livres. Donc, voilà. Je demandais au Père Noël un dictionnaire. Il faut peut-être être un peu fêlé, comme disent les Suisses. Mais bon, moi, j'ai toujours... Voilà, c'était ça ce que j'aimais. Et jusqu'à présent, on ne peut pas me faire plus plaisir qu'en m'offrant un livre. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Et c'est le plus beau cadeau que j'aime faire. Parce que...
quand on offre un livre, on offre une réflexion, on offre un monde. Et puis un livre, chacun le traduit comme il veut. Chacun le lit comme il veut. Et il m'est arrivé de relire les mêmes livres, je ne les ai jamais relus de la même façon. C'est comme pour une recette de cuisine, on ne la refait jamais de la même façon. Donc voilà. Alors, très joli titre pour ce livre qui dit « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur ». Il n'y a aucune honte à préférer absolument. Le bonheur, mais que fait-on quand le bonheur n'est pas au rendez-vous ? Eh bien, on essaye de l'apprivoiser, on essaye de le capter, on essaye de ne pas cumuler les choses négatives. Je termine mon livre en disant que j'espère que ce livre sera inspirant pour les générations futures. Oui, je vais lire votre citation. Qui, au lieu de faire le décompte de tout ce qui ne va pas, on essaye de regarder ce qui va. Et il n'y a pas de recette, chacun a sa propre recette. Moi, peut-être que je suis née un peu plus douée que les autres, ou que la vie m'a appris à regarder les choses différemment. Parce que ça aussi, c'est une question de personnalité aussi. Oui, certainement. Il y a certainement une aptitude au bonheur. Alors, je refuse de dire que c'est génétique, parce que pour moi, ça se travaille tous les jours. C'est un exercice quotidien. Je sais que c'est parfois difficile, mais trouver le bonheur dans les petites choses, c'est ça ce que je dis. C'est pas dans le matériel, c'est pas dans le 25e sac Chanel ou le truc. Je suis très coquette, hein. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais on peut être coquette avec de jolies couleurs sans pour ça en faire un but en soi. Mais je trouve que voilà, c'est un exercice quotidien à faire. Il faut être positif parce que sinon, je veux dire, c'est pas possible. J'ai vu tellement de choses en faisant mon internat que je décris également. Et ces choses-là auraient pu m'éloigner mais peut-être que mon caractère a fait que non, j'ai toujours regardé le joli côté de la vie, quoi. Alors on va lire ces quelques lignes qui résument le message de ce livre. J'espère que ces quelques pages donneront envie à la génération montante de ne pas comptabiliser les sources de désespoir, mais d'écouter chacun, à sa façon, sa lumière intérieure pour faire naître de l'espérance et de la joie. Et c'est un peu ce que font nos jeunes aujourd'hui. Absolument. Dans la rue. Ils ont écouté leur lumière intérieure et c'est ça qui me touche énormément. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vécu aux urgences en pleine guerre comme interne, avec ce petit Karim qui est arrivé, qu'on a refusé parce que c'est les lois, c'est comme ça que ça se passe, et qu'il est décédé alors que cette chose absurde qui s'appelle la guerre n'a pas réussi, n'a pas pu le tuer. Il est arrivé du sud, il a franchi des barrages, des francs-tireurs, et se voir refuser la porte d'entrée d'un hôpital parce qu'on n'a pas d'argent, c'est profondément injuste. Et la vie de chacun de nous, si elle pouvait influencer un tout petit peu le cours des choses, on n'aura pas vécu pour rien, je pense. Je l'espère, en tout cas. Alors, ce livre est divisé en chapitres thématiques. C'est un livre très personnel, évidemment, qui raconte votre vie. C'est personnel et en même temps, je ne l'ai pas voulu pesant. C'est-à-dire que quand j'ai été contactée par Albin Michel, donc par les éditions Alizio, Le Duc, qui sont donc une partie d'Albin Michel, pour écrire ce livre. Moi, d'abord, je suis tombée des nues en leur disant « mais pourquoi moi ?» Alors, est-ce que vous l'auriez écrit sans Albin Michel, justement ? Non, ouais. Certainement pas. Je ne voulais pas d'un monologue qui raconte ma vie, parce que je trouvais ça un peu, voilà. Pourquoi faire ? Je pouvais raconter la vie des autres, j'adore observer et raconter la vie des autres, mais la mienne... on se dit toujours, ça fait une de plus, quoi. Oui, non, mais je veux dire, voilà, et je ne voulais pas du tout d'un monologue, je voulais que ce soit quelque chose d'agréable à lire. Et comme j'ai des goûts de lecture très précis, je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire quelque chose à la fois de ludique, de léger, même s'il y a de la profondeur, mais que ce soit léger, que ce soit digeste, parce que c'est important. Et puis voilà, donc j'ai présenté mon manuscrit, et puis ils m'ont dit tout de suite, voilà, super. Au début, quand j'ai dit que j'allais le faire comme un abécédaire, mais en suivant le fil de la chronologie d'une vie, c'est-à-dire là où je suis née, c'est Alep, aînée, après, parce que je suis l'aînée de la famille, voilà, et arrivé ensuite Beyrouth, enfin voilà, et j'ai réussi à mettre cette chronologie. Au début, eux n'y croyaient pas, puis quand ils ont vu, ils m'ont dit, waouh, c'est super. Et je voudrais citer en ça
La seule personne au Liban qui était au courant de ce livre, qui était ni mon mari, ni mes enfants, mais c'était Marthe Etcheban Atiyeh. C'est une femme que j'adore. C'est la grand-mère de patients que je suis depuis 19 ans. Elle venait de temps en temps aux consultations, donc avec ses petits-enfants. Elle avait toujours ce petit regard malicieux. Elle m'apportait des livres. Elle savait que j'aimais beaucoup les livres. Et cette femme a été atteinte d'une surdité subite un jour. Et ce qui l'a peut-être plus rendue sensible à l'écrit. Elle a été professeure de français pendant des années au Carmel Saint-Joseph. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu dans le livre et dans l'écrit. Et son petit plaisir, c'était de venir le jeudi matin, tout le monde sait que je prends off pendant quelques heures, de venir faire un petit déjeuner chez moi à la maison. Alors, je lui faisais quelques gourmandises, et puis je l'écoutais, on parlait des livres, et ça, c'était toujours comme un cadeau de la vie. Des moments comme ça, c'est toujours un cadeau de la vie. Et un jour, je lui ai parlé de ça. Je venais de commencer le livre. Elle me regarde. Elle me dit mais c'est génial. J'ai dit oh, tu sais, c'est pas évident d'écrire. Il faut choisir ce qu'on écrit. Il faut raconter sans lasser. C'est un exercice très difficile. Et hier, j'ai reçu un message absolument adorable d'une amie, Nada Sahnaoui, que j'aime beaucoup. Et dont je souhaite de tout cœur que le fils, Abdallah Salam, le fils de Nawaf Salam, soit peut-être, il a 30 ans, il est formidable qu'il soit Premier ministre. Donc Nada m'envoie un petit message, mais tellement adorable. Elle venait de lire le livre. Et elle me dit, ça fait une semaine que je me réfugie tous les jours dans ton livre un tout petit peu. Alors, ce sont des mots comme ça qui vous portent, ce sont des mots comme ça qui vous poussent à aller et encore plus loin. Et Marthe m'a donné le feu vert. C'est-à-dire, quand elle m'a dit « Waouh, l'idée est super », j'ai foncé. Mais avant, ce n'était pas évident. Oui, alors effectivement, vous parlez de l'amitié, vous parlez de Beyrouth, vous parlez du bonheur, vous parlez de basketball, vous parlez de double culture. Non, parce que j'étais dans l'équipe nationale de basketball, ouais. C'est tout. Donc, mais effectivement, c'est un livre qui traite un tas de thèmes, mais de façon assez légère. Oui. Et c'est de courts chapitres, finalement. C'est-à-dire qu'on peut le lire, le laisser tomber, se consacrer un peu aux infos en ce moment, et puis le reprendre. Exactement. C'est-à-dire qu'on rentre, on sort du livre très facilement. Et puis le miracle, surtout qu'il y a eu, c'est que mon éditeur a eu l'idée d'envoyer le texte à Olivia de Lamberterie, cette femme pétrie de bienveillance et d'élégance. Elle est chroniqueuse donc littéraire. Ah, ben c'est une Télématin, la papesse de la critique littéraire. Sauf qu'elle est extrêmement agréable à écouter. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Elle est formidable d'abord à écouter. Moi, c'est mon astre bi-hebdomadaire depuis des années. Je vois que nous sommes toutes les deux adeptes. C'est vrai qu'elle vous donne envie de lire le livre. Vous l'écoutez, vous ne savez pas de qui elle parle, forcément, et puis vous avez envie de lire le livre dans la foulée. Et c'est pas ça, ce qu'il y a, c'est que Olivia, on s'était rencontrés, comme elle le raconte dans la préface, tout à fait par hasard. Elle s'était abonnée à mon compte Instagram, moi je suivais Télématin, et on s'envoyait des petits messages, et un jour, quand j'ai écrit la recette d'où je viens, et que je signais à Paris à l'Office du tourisme, comme elle le dit, elle a traversé tout Paris pour venir me rencontrer. Et ça a été... Je l'ai rencontrée 5 minutes. Les gens n'arrivent pas à croire qu'on n'a jamais déjeuné ensemble, qu'on ne s'est jamais vu. Les gens ne croient pas. Tant pis pour eux. Mais on ne se connaît que de façon épistolaire. Donc les livres, elles sont là pour ça. Et dès qu'Olivia a lu le manuscrit, elle leur a dit... Je voudrais faire la préface. Parce que voilà. Et elle a écrit ce qu'elle a écrit. Zéna Zalzal de L'Orient le Jour, qui est une fan absolue d'Olivia, elle m'a dit waouh, elle a écrit la préface. Donc quand elle a fait mon interview qui est parue dans L'Orient il y a une dizaine de jours, elle était aussi très admirative de ça. Olivia a eu une démarche absolument adorable. Elle est elle-même la maman de jeunes enfants. Je crois qu'elle a été très touchée par ce que je fais. Et voilà, la vie met quelquefois sur votre route des personnes bienveillantes, et c'est bien agréable. Des personnes qui savent mettre en valeur d'autres et qui ne sont pas autour de leur nombril toute la journée. C'est ce qui nous permet de continuer aussi. Non, mais pour moi, c'est une des recettes du bonheur.
Elles sont nombreuses, les recettes du bonheur. Oui, mais je les développe au chapitre. Mais chacun trouve son bonheur comme il le sait, mais comme il le peut. Et chacun se connaît lui-même assez bien pour aller lui-même vers son bonheur. Mais je trouve que pour cultiver le bonheur, il faut déjà regarder les autres. L'enfer, c'est pas les autres. Non. C'est, comme disait l'autre. C'est soi-même, très souvent. Voilà, exactement. Je trouve que les autres... s'intéresser, essayer de donner du bonheur si on peut, parce qu'on est à une position ou à un truc, finalement ça sert à ça la vie, ce n'est pas une échelle sociale où on monte pour soi. Quand on a la chance d'avoir fait des études, de pouvoir influencer et de donner une inflexion à la vie des autres positive, c'est ça le sens de la vie. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas le voir autrement. Moi, j'ajouterais que le bonheur tient souvent entre deux mains. Et c'est cet objet-là que je tiens aujourd'hui face à vous. C'est adorable. Non, mais je rigole pas parce que je trouve que le livre, c'est finalement le meilleur moyen de s'évader. Absolument. Le plus riche en tout cas, le plus efficace. Et en ce moment, on a peut-être cette chance, ou malchance, à avoir, dépendamment de l'angle, d'avoir plus de temps pour lire. En tout cas, moi, j'ai plus de temps pour lire et j'en suis ravie. Et moi aussi. Moi, je trouve que lire, s'isoler, prendre un café, regarder la nature, finalement, c'est se ressourcer pour mieux donner aux autres. Et moi, le bonheur de ce livre, c'est que tout va au petit soleil. Moi, tous mes écrits, c'est pas pour moi, ça m'est égal. C'est un double bonheur pour vous, parce que quand on vous lit, on est en train d'aider les enfants qui en ont besoin. Oui, et c'est 30 000 livres, je crois qu'il est vendu ici. Enfin, c'est à la portée de tout le monde. Il est vendu à 16 € en France. Et c'était la condition sine qua non avec mon éditeur. Mais vous le faites tout le temps avec tous vos livres, d'ailleurs. Je le fais avec tous mes livres, mais là, en France, les éditeurs, ils me connaissaient, mais ils ne sont pas libanais. S'impliquer dans une aventure pareille, c'était quand même très généreux de leur part, en leur disant, c'est vrai que c'est ma part d'auteur, c'est pas... mais eux aussi, ils mettent ce qu'il faut pour booster le livre, pour le porter très loin. Et je les en remercie. C'est comme pour le deuxième livre que j'ai écrit dans cette rentrée, qui s'appelle Le Zaatar, et qui est paru aux éditions de l'Épure. Et quand on a fait les rencontres de Ziryab, Sabine Buquet, mon éditrice, a eu la gentillesse et l'élégance de ramener une valise pleine de ces livres qui n'étaient pas encore disponibles. Ils avaient été commandés chez Antoine, mais ils n'étaient pas encore là à cause de la situation. Et donc, elle a rapporté ces livres... dans ses propres bagages. Et je trouve ça d'une générosité inouïe. C'est comme Arnaud Bachelin, qui est archéologue et maître de thé, qui a une merveilleuse boutique de thé rue de Condé à Paris, qui s'appelle Territoire, qui écrit merveilleusement bien sur le thé, qui a eu la gentillesse de ramener... il a ramené 20 kilos de thé d'un mélange spécial Petit Soleil qu'il a conçu et offert à l'association qu'on a vendu lors des rencontres, qui sera disponible à la clinique pour 20 000 livres. Vous donnez du bonheur, vous avez du thé, le thé est fabuleux. Et c'est vrai que c'était une de mes recettes quand on était enfant. J'aimais beaucoup, quand il pleuvait dehors, boire ce thé qui contient un peu d'épices, et à la maison on y mettait du cédrat. Et il y avait un tout petit peu de zeste de citron, d'orange. Voilà, c'était un mélange. Donc un jour, je lui ai raconté ce mélange et il en a fait un thé. C'est pas merveilleux? C'est fabuleux. Absolument. Est-ce que depuis, justement, le Zaatar est disponible en librairie? Je pense que oui. Malak El Ahoud fait un très bon travail, et avec évidemment la librairie Antoine. Il va être disponible. C'est un livre qui coûte 8 €. C'est le premier livre qui sort sur le Zaatar, dédié uniquement au Zaatar. Et cette collection est prestigieuse parce qu'elle est très élégante et qu'il y a les plus grands chefs du monde qui ont écrit, Anne-Sophie Pic, Guy Martin, voilà. Alors, vous avez plus de temps pour lire en ce moment, mais vous avez probablement plus de temps pour écrire aussi. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel vous planchez? Alors, on m'a demandé un autre livre, mais pour l'instant, il n'est pas encore toujours tout à fait Albin réfléchi. Michel. Toujours, oui. Mais c'est tout à fait un autre sujet. Mais j'ai commencé à écrire des ébauches, mais c'est pas encore ça. Là, j'ai écrit un texte, par exemple, tout à l'heure, Nanette, en arrivant jusqu'à vous, en sillonnant ces couloirs
interminables que sont les nôtres, staliniens que sont les vôtres, qui sentent le tabac froid alors que partout il est affiché, il est interdit de fumer. Enfin, j'ai trouvé que la situation était suffisamment cocasse pour que je sorte mon stylo. Vous trouvez ça cocasse? Moi, je trouve ça enfumé. Oui, ça sent le tabac. Ça sent le tabac, c'est clair. Mais bon, après, c'est les petites anecdotes de la vie. Mais votre sourire efface tout ça. Merci beaucoup, docteur Rabas. Merci d'être venu me parler et du prix Zyriab et de ce dernier livre intitulé « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur ». Tâchons de le préférer quand même. Absolument. Au revoir. Au revoir.